Bonjour, quelques préliminaires pour commencer. Les phénomènes réels suivent souvent une loi normale, paramètre quelconque, et on se ramène à la loi normale centrée réduite. Et on a en particulier cet intervalle à connaître. Hein. Vous avez déjà vu ça, on va s'en servir souvent. Je le représente graphiquement. Deuxième rappel pour la loi binomiale. Vous savez ce que ça veut dire un Bernoulli? Ça veut dire un pile ou face, si on compte le nombre de faces. Hein. Les matheux disent Bernoulli. L'espérance et l'écart type, vraiment les connaître, ça va servir tout le temps aujourd'hui. Hein. J'ai mis un petit exemple, alors évidemment c'est des petits points normalement la loi binomiale, hein. C'est discret, c'est pas comme la loi normale. Hein. Néanmoins ça ressemble, fait un truc en cloche, on est d'accord. Hein. Alors un petit préliminaire de calcul, j'ai mis là de petits personnages qui discutent. Donc le maximum de cette fonction c'est 1/4, et quand vous mettez une racine carrée, le maximum c'est 1/2. Donc je vous demande de faire ça en exo, de bien vous démontrer toutes ces choses-là, c'est du second degré. Hein. On va s'en servir tout à l'heure. Si vous n'avez pas envie de faire l'exercice, ben au moins souvenez-vous que racine de x1 moins x, son max c'est 1/2. Hein. Souvenez-vous juste de ça. Voilà. Ceux qui veulent faire vraiment des maths, hein, ceux qui peuvent pas s'empêcher de faire des maths sur l'oreiller, vous pouvez montrer que la distance IM est constante et puis vous en déduirez quelle est la nature de la courbe. Mais ça vraiment, ça n'a plus rien à voir avec notre vidéo. Racine de n sur n, enfin 1 sur racine de n, ça fait jamais de mal de le rappeler. Bon, notion d'échantillon. Alors vous voyez, là j'en ai des points. J'ai divisé la largeur en haut et en bas en 3. Vous pouvez démontrer que l'aire de chaque forme là fait un tiers du rectangle. Je vais choisir un point. Tiens, celui-là par exemple. Eh bien, il est dans la zone du milieu. D'accord ? Il avait une chance sur 3 d'y être parce que, figurez-vous, j'ai mis exactement autant de points dans chacune des 3 zones. D'accord ? Bon, je le prends, je l'enlève. Bien, je vais en choisir un autre. Paf, tiens, j'ai choisi celui-là. Est-ce qu'il avait une chance sur 3 d'être là ? Ben, pas exactement. Puisque au début, il y avait exactement autant de points dans chaque zone. Mais tout à l'heure, j'en ai enlevé un au milieu. Alors ça fait encore 1 sur 3, ça fait plus exactement 1 sur 3. Mais bon, il y a tellement de points. Hein. Imaginez que ça, c'est le ciel étoilé. Vous avez divisé exactement en 3 zones où il y a autant d'étoiles. Puis même si vous prenez un échantillon de 1000 étoiles, vous enlevez une par une, ça fera toujours un tiers, un tiers, un tiers. Hein, c'est ça. Bon. Alors, ce que j'appelle un échantillon, c'est, si vous voulez, j'y pars d'une population, j'estime infinie, par exemple des objets produits par une usine, hein, ou bien des gens dans la population. Voilà. 65 millions, on peut dire que c'est comme une population infinie. Puis un caractère de probabilité P. Par exemple, il y a 2% d'objets qui sont défectueux, 10% de gens qui ont voté pour le candidat A, ce que j'appelle le caractère. Hein, voilà. Alors, comment on sait, comment on connaît ce P? En général, dans la réalité, il y a P% d'objets défectueux, c'est l'ingénieur qui l'a calculé. Voilà. Fruit de ses calculs, donc l'usine annonce, il y a P% d'objets défectueux. Ou bien, il y a une probabilité P de voter pour A, parce qu'on sait que A, il a gagné avec P%, par exemple. A posteriori, on sait. Donc, imaginez qu'on connaît P, probabilité théorique. Puis on prend un échantillon de taille n, et puis on va mesurer, on appelle plus ça une probabilité pour lui, parce qu'on va mesurer objet par objet, c'est l'intérêt d'un échantillon, hein. Il y en a moins que dans la population totale. On va voir si ça correspond au chiffre annoncé, si f, la fréquence, correspond au chiffre. C'est ça la notion d'échantillon. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Si x suit une loi binomiale, comme ça, de paramètres np, on la centre, on la réduit, on obtient un truc qui a une espérance 0, un écart type 1. Bon, ça, il faut l'avoir compris. Hein. Mais la n01, la loi normale 0,1, là, elle aussi, elle a une moyenne 0, une espérance 0, un écart type 1. Alors, c'est les mêmes? C'est pas les mêmes. Vous voyez, parce que xn moins np sur sigma, c'est discret déjà. Alors, il y a un théorème très fort qui dit que xn moins np sur sigma suit quasiment, pour n assez grand, la loi normale n01. Alors, quasiment, parce que pas exactement, hein, puisque xn moins np sur sigma c'est discret, c'est pas tout à fait symétrique. Suit quasiment, ça veut dire qu'en fait, quand n tend vers l'infini, la loi de xn moins np sur sigma, c'est la même que n01. Mais moi, je veux pas dire ça. Je préfère dire suit quasiment, c'est plus simple, c'est du bon sens, pour 3 raisons. Hein. D'abord, parce que la notion de convergence des variables aléatoires, c'est très compliqué, totalement hors programme. Ensuite, parce que nous, ce qui nous intéresse quand n devient grand, c'est que ça réduit l'intervalle de fluctuation. On s'en fiche que, du coup, quand on augmente n, la 10 ou 20e décimale soit plus proche de la loi normale, hein, peu importe. Puis ensuite, parce que pour la clarté du sujet, je préfère en dire le moins possible. Voilà. Alors ensuite, pourquoi on a réduit cette loi en faisant moins np sur sigma? C'est de la même manière, si vous voulez, que
n plus 1 sur n, la suite, vous pouvez pas dire qu'elle tend vers la suite n, ça se dit pas, on tend vers quelque chose de concret, de fixe. Et de même, quand vous faites xn moins np sur sigma, ben, du coup, il n'y a plus rien qui bouge en quelque sorte, c'est que de la précision. Hein. On se rapproche de n01. Alors, n assez grand, ça veut dire, usuellement, on emploie ces choses-là, je vous fais un petit schéma, hein. L'équivalence, vous pouvez faire pause et démontrer cette équivalence, c'est très simple. Hein. Pour n égale 50, si on fait les calculs, ça fait que ben, P, il ne faut pas qu'il soit proche des extrêmes, au-delà des 0,1 et des 0,9. Pour n égale 500, ben, il a une marge plus grande. Alors pourquoi il ne faut pas qu'il soit proche des extrêmes P? Vous allez le voir, regardez la loi binomiale pour 0,5. Ok, elle est jolie, hein, très symétrique, elle ressemble vraiment à une courbe en cloche de la loi normale. Hein. Je me rapproche des bornes interdites, 0,1. Ouh là là, déjà les points sont de plus en plus épars. Puis en plus, c'est de moins en moins symétrique, et puis on voit plus rien, hein, de toute façon. C'est pour ça que ça marche plus, ce genre de choses, quand P est trop extrême. Et puis, pour le plaisir, regardons de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Voilà. Et bien, figurez-vous, ce théorème, il porte un nom, Moivre Laplace. Hein, Moivre, quasiment un siècle avant, il a esquissé le truc, et puis Laplace, il a conclu. Laplace était très sûr de lui, hein, c'était un matheux qui savait qui était le meilleur, et il a tout fignolé les choses comme ça. Théorème de Moivre-Laplace. Moivre, vous connaissez les formules de Moivre, hein, dans les complexes, c'est la super formule, la EIθ, cosθ plus I sinus θ, qui permet de tout faire très simplement. Voilà, les mecs qui touchaient à tout à l'époque. Et bien ça, on va s'en servir maintenant. Donc, on voudrait un intervalle. Pour xn, je dessine ma loi, une représentation graphique de ma loi binomiale. Ah, évidemment, c'est des petits points, hein, puisque c'est discret la loi binomiale. Bon. Autour de l'espérance, le pic, c'est à l'espérance, c'est np. Bon. Puis moi, je voudrais un intervalle où 95% de chances que la variable, elle soit. Hein. C'est-à-dire, je veux dégrossir le truc, en quelque sorte. Hein. Bon. Alors, regardez directement la troisième ligne, là, c'est pas la deuxième, la troisième. Bon, vous voyez, je suis passé de xn à xn moins np sur sigma, ben, j'ai centré réduit. Donc, dans chacune des trois parts de l'inégalité, j'ai enlevé np et j'ai divisé par sigma. Vous voyez. Bon. Mais xn moins np sur sigma, vu qu'il suit quasiment la même loi que n01, hein, si j'appelle z0 une variable qui suit la loi n01, ben du coup c'est facile à calculer le bas. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit en préliminaire. 1,96, truc sur sigma égale 96. Donc truc égale 96 sigma. Je remplace sigma par sa valeur. C'est ça la démonstration qui utilise Moivre-Laplace, qui en fait une application de Moivre-Laplace pour trouver l'intervalle de fluctuation. Finalement, il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué entre parenthèses avec xn sur n, parce que xn sur n, c'est plus cool que xn, ça me donne un pourcentage. Bon, donc voilà. Je n'ai fait que remplacer. Vous pouvez refaire ça tout seul hein, sur un papier, c'est que dérouler le truc. Hein. Je vous donne cet intervalle-là. Maintenant, on va en partir. Ça s'appelle l'intervalle de fluctuation, qui découle donc de la loi de Moivre-Laplace. C'est-à-dire qu'en fait, cet intervalle de fluctuation, c'est un truc de loi normale, si vous voulez, hein, appliqué à une loi binomiale. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire au seuil de 5%, ben, ça veut dire que si vous connaissez la probabilité théorique P, la fréquence pour un échantillon de taille n, elle sera là-dedans. Au seuil de 5%. C'est-à-dire que vous avez 5% de chance de vous tromper. C'est pas beaucoup, hein, vous pouvez prendre le risque. Bon. Alors, si on regarde sur nos histoires d'échantillons de tout à l'heure, on va prendre un exemple, un échantillon de taille 1200, soit 1200 objets par exemple. Hein. L'ingénieur annonce que 25%, disons, une couleur différente. Il y a 1200 personnes, et puis le candidat A, on sait qu'il a gagné, qu'il a obtenu 25% des voix. Voilà notre intervalle de fluctuation. Hein, j'ai fait qu'appliquer les calculs. Bon. Et maintenant, on prend nos échantillons. On a trouvé 19%, nous, d'objets de couleurs différentes, ou 19% de gens qui ont voté A dans notre échantillon. Bon. Ah ah, P, c'est 25%, et la fréquence concrète, c'est 19. Bon, déjà, c'est pas proche, hein, mais ça veut dire, surtout, c'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Qu'est-ce que ça veut dire quand la fréquence n'est pas dans l'intervalle de fluctuation? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, il y a deux types de problèmes possibles. Soit l'ingénieur s'est gouré, ou disons l'usine a bluffé, voilà, donc la probabilité annoncée P est fausse. Soit dans le cas, puisque pour les élections, ben, ça a été compté, hein, de toute façon c'est pas faux. Ben, dans ce cas, c'est l'échantillon qui n'est pas représentatif. L'échantillon n'est pas représentatif. Alors j'ai mis des hautes formes pour montrer, voilà, imaginez, c'est une catégorie socio-professionnelle particulière qu'on a prise comme échantillon. C'est pas représentatif de la population. Bon, estimation et fluctuation sont deux notions inverses. Fluctuation, on vient de le voir, je connais la probabilité P, ou j'annonce une probabilité P, et je sais que la fréquence d'un échantillon va être dans un certain intervalle autour de P. Dans un intervalle, évidemment, comme il y a du racine de P1 moins P qui intervient, ben, il ne va pas toujours être de la même longueur. Ça dépend si P est proche des extrêmes, pas trop quand même, on a vu qu'il n'avait pas le droit, mais s'il est un peu proche des extrêmes, ben, c'est plus réduit l'intervalle pour F.
Estimation, c'est le contraire. Vous connaissez la fréquence, c'est-à-dire vous connaissez les informations concernant l'échantillon. Mais quel intervalle vous allez faire alors autour de f pour dire où est P? C'est-à-dire quelle fourchette? Puisque ça variait tout à l'heure, ça dépendait de P, vous ne connaissez pas P. Bon. Alors, regardons la longueur de l'intervalle de fluctuation. Il y a ce truc-là, son max c'est 1,5, vous vous rappelez, on l'avait vu là. Donc, je fais mon calcul, et je trouve qu'environ, ça fait la largeur, ça fait 2 sur racine de b. Je vais prendre ça comme largeur pour notre intervalle d'estimation, appelé aussi intervalle de confiance. Et voilà. Donc maintenant, j'ai intervalle de fluctuation, intervalle d'estimation, on ne va parler plus que de ça. 4 exercices. Premier exercice, on va savoir si un échantillon est représentatif. Je vous laisse faire pause et trouver. Voilà, vous avez trouvé, on fait l'intervalle de fluctuation, la fréquence annoncée est dans l'intervalle, donc oui, l'échantillon est représentatif. Deuxième exercice, l'usine annonce que 2% des objets ont un défaut. Je vous laisse faire pause et trouver. Parfait, on a fait l'intervalle de fluctuation, on a calculé la fréquence des objets défectueux, 2,5%, ce n'est pas dans l'intervalle. Donc l'usine annonce un chiffre qui est faux, au seuil de 5%. Peut-être vous grillez à 5% de chances que vous vous trompiez. Pas beaucoup. Vous pouvez annoncer que l'usine se trompe, quoi. Exercice 3. Deux grossistes, on veut comparer. Alors on prend un échantillon, puis on regarde les défauts pour chaque échantillon. Je vous laisse faire pause et trouver. Voilà, vous avez calculé simplement les intervalles d'estimation, puisqu'on connaît F cette fois-ci, hein, intervalle de confiance. Bon. Puis c'est difficile de se décider avec ça, hein, mais bon, peut-être le A semble moins risqué, puisqu'il monte que jusqu'à 6,41. Hein. Bon, il est plus étroit puisqu'elle était plus grand. Exercice 4, intention de vote. On sait que l'échantillon est représentatif, mais les élections, on est avant les élections, on est en mode sondage là. Hein. Alors je vais laisse faire pause et trouver. Voilà, vous avez trouvé, donc on ne peut pas départager. Hein. L'échantillon, c'est trop proche, il faudra un échantillon plus grand. Et alors, pour répondre à la deuxième question, on applique la largeur de l'intervalle, c'est 2 sur racine de n, on résout notre petit calcul, 40 000. Bon, voilà, ça fait un gros échantillon. Je vous laisse contempler ces deux intervalles extraordinaires, fluctuation, estimation. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.